Alors merci Cédric. Du coup, j'enchaîne et je vous laisserai poser des questions promis après. Pour vous présenter le projet MyPEBS, dont certains d'entre vous ont déjà entendu parler, qui est également un projet visant à changer le dépistage organisé tel qu'il est dans sa forme actuelle, en tout cas à faire une proposition différente de ce que l'on peut faire à nos patientes actuellement. Avec ce que vous connaissez, je vais passer rapidement sur les controverses du dépistage organisé parce que c'est quelque chose qui anime la profession maintenant depuis quelques temps. Vous soulignez juste le fait que évidemment il y a une hétérogénéité des pratiques entre 40 et 50 ans qui pose question, des inconvénients face au dépistage organisé que vous connaissez bien entre les cancers d'intervalle, des cancers survenant chez des femmes dépistées régulièrement, des faux positifs, des surdiagnostics, des surtraitements, et un taux de participation qui reste bas, en France entre 25 et 30%, mais en Europe un peu meilleur, entre 50 et 75%. Le rapport bénéfice-risque, c'est toujours un peu sous cette forme qu'on vous le présente, et pour ceux qui étaient présents justement à la plénière précédente, c'est toujours une question quand on s'intéresse au dépistage ou à la prévention. L'idée pour améliorer ce rapport, c'est de pouvoir harmoniser ces pratiques, limiter les inconvénients et augmenter les avantages. Pour augmenter les avantages, il nous faut réduire le nombre de cancers découverts à un stade avancé, et c'est pour ça qu'on va s'intéresser au stade 2. Dépister plus de cancers donc à un stade précoce, mais ceux qui seront à risque, et pouvoir donc évaluer probablement le niveau de risque de ces femmes, le niveau de risque qu'elles auront de développer un cancer du sein, ce que nous ne sommes pas actuellement capables de faire, puisque le dépistage organisé actuel est uniquement basé sur l'âge. Ce que l'on connaît de la littérature, c'est qu'il existe des stratégies de dépistage basées sur le risque ou stratifiées sur le risque, peu importe, ou des dépistages personnalisés. Les termes sont à peu près équivalents dans ce qu'on peut retenir de la littérature. On sait que ce dépistage stratifié est une piste majeure, que c'est un modèle médical efficace, qu'il a fait déjà ses preuves dans des cancers à haut risque, et qu'en plus il existe des outils pour évaluer ce risque de façon adéquate, et que ces outils ont été testés dans ces populations-là, notamment chez les femmes porteuses de cancer du sein, et qu'il existe la traduction de ces outils en français. Donc il y a plusieurs articles dans la littérature que l'on retrouve sur cette question, et cette diapo un peu fouillie, un peu volontaire, pour vous montrer que les sources de publications et d'informations sur ce dépistage personnalisé sont multiples. Cette diapo n'est pas à moi, je l'ai empruntée à Suzette de la Loge. Des outils pour évaluer le risque sont des outils comme celui-ci qui permettent de rentrer des données. Donc ça, c'est un outil développé par StatLife qui avait été élaboré aux États-Unis et qui a été implémenté en France, qui a déjà été testé sur cette population, comme je vous le disais. Cet outil permet de rentrer l'âge de la patiente, mais également les antécédents familiaux de cancer du sein, les antécédents de biopsie mammaire, également la densité mammaire, et elle donne un niveau de risque, alors un pourcentage de risque. Elle catégorise les femmes en niveau de risque, c'est ce que vous voyez sur la partie droite de cette capture d'écran. Il y a également la notion de polymorphisme génétique et qui peut s'obtenir à la suite d'un test salivaire. Là aussi, il y a beaucoup de publications actuellement, et de plus en plus, notamment pour le dépistage précoce des cancers, avec cette analyse du polymorphisme nucléotidique chez les patients, qu'on appelle les SNP, qui sont les single nucléotides polymorphisme des gènes d'intérêt. Alors c'est un peu complexe, mais c'est en fait assez simple. Si je vous le simplifie ici, et si vous trouvez trop simpliste, vous me direz, on pourra en débattre, mais l'idée est en fait de comparer les deux brins d'ADN. On joue un peu au jeu des 7 différences sur les deux brins d'ADN, et en recueillant ces différences, ceci nous permet de savoir s'il y a des variations de ces SNP. Et l'on sait dans la littérature, là encore, que la variation d'un seul SNP peut induire une sensibilité à certaines maladies, à certains médicaments ou même à certaines substances, et que pour ce qui est de la cancérologie, la variation de plusieurs dizaines de ces SNPs explique environ 20% des risques familiaux de cancer du sein. Donc c'est pourquoi, avec cette idée de risque combiné, on va pouvoir avoir cette stratégie basée sur le risque. Donc on a des données cliniques initiales, un niveau de densité mammaire qui reprend les données de ce que je vous ai montré sur la capture d'écran avec le petit diagramme, qu'on associe à des données de recueil salivaire avec l'analyse de ce polymorphisme génétique. Et ceci nous donne un calcul de risque combiné qui pourra nous donner un niveau de risque pour ces femmes.
C'est sur ce rationnel qu'a été développé le projet MyPEBS, qui est donc l'étude dont vous avez peut-être pour certains d'entre vous déjà entendu parler, qui veut dire, c'est l'acronyme de Personalizing Breast Screening, donc c'est spécifique sur le cancer du sein. C'est une étude, c'est un essai contrôlé randomisé qui se propose d'étudier la population des femmes âgées de 40 à 70 ans et de les randomiser en 2 bras. Un bras standard qui va suivre les recommandations de chaque pays participant et un bras dit intervention qui va donc stratifier sur le risque ou basé sur le risque avec ce calcul de risque combiné avec ces données cliniques initiales, la densité mammaire et cette analyse salivaire qui nous permettra d'avoir un calendrier de surveillance personnalisé pour les femmes. L'idée de ce protocole d'étude, c'est de démontrer que non seulement ce dépistage personnalisé réduit les risques de cancer du sein avancé, c'est ce que je vous annonçais en préambule, mais qu'il réduit les autres inconvénients du dépistage, comme les surdiagnostics et les faux positifs, qu'en plus il a un impact socio-psychologique favorable et qu'il est coût-efficace, ce qui est évidemment une partie du projet très importante. Et l'ambition de ce projet, c'est de pouvoir harmoniser justement les pratiques et de préparer les recommandations du dépistage en Europe, pas seulement en France, puisque c'est un essai qui est un essai européen. Donc la France est bien sûr un des investigateurs évidemment essentiels pour la réussite de ce projet, mais pas seulement, il y a aussi l'Angleterre, la Belgique, l'Italie et l'Israël, même si ce n'est pas tout à fait l'Europe, c'est quand même un peu l'Europe. Le protocole de l'étude est celui-ci, donc ce sont des femmes âgées de 40 à 70 ans avec évidemment des critères d'inclusion. Une visite d'inclusion dédiée qui peut se faire dans des cabinets de médecine générale parce qu'on pense que cette situation est suffisamment incidente dans nos cabinets pour intéresser les investigateurs futurs que vous êtes, mais également dans les cabinets de radiologues et de gynécologues avec des critères d'éligibilité comme je vous l'ai dit, et à l'issue de cette consultation, il y a une randomisation, soit dans le bras standard qui suit les recommandations de chaque pays, soit dans le bras intervention avec l'évaluation du risque sur le dépistage personnalisé qui permet d'annoncer, ça c'est la deuxième visite, le niveau de risque à ces femmes et en fonction de leur niveau de risque, on va adapter la stratégie. Donc soit elles ont un risque faible et à ce moment-là on est en décroissance de mammographie puisqu'on leur propose une mammographie au bout de 4 ans, soit on est à risque moyen et à ce moment-là on propose une mammographie tous les 2 ans, risque élevé une mammographie annuelle et risque très élevé mammo et IRM. Et bien sûr, il y aura une mammographie au bout des 4 ans de suivi, puisqu'il y a 4 ans de suivi pour ces femmes-là. En France, voici la carte des départements participants, puisqu'on s'appuie sur les structures de dépistage organisées afin de recueillir les populations de patientes à inviter à se présenter envers les praticiens qui sont des investigateurs pour cette étude. Donc il y a 26 structures de dépistage participantes, ce qui fait 30 départements en France que l'on a colorisés sur cette carte. Alors vous retrouverez vos départements pour ceux qui sont concernés. Et évidemment, il y en a qui ne sont pas concernés, puisque les structures de dépistage n'ont soit pas été en capacité de répondre à l'étude, soit n'étaient pas volontaires pour participer. Finalement, être investigateur dans l'étude MyPEBS, c'est la possibilité d'intervenir dans cette polémique qui nous anime au sein de la profession sur le dépistage, de proposer une nouvelle stratégie aux femmes, de participer à une solution pour répondre aux controverses et de participer aussi à l'écriture de nouvelles recommandations européennes, ce qui est une ambition qui paraît intéressante. Pour participer, ça c'est un peu de promo, il y a bien sûr des adresses mail, l'adresse du CNGE qui est évidemment partenaire de cette étude-là et l'investigateur @mypebs. Il vous faut un CV daté et signé puisque c'est le préalable nécessaire qui manque parfois aux investigateurs et avoir réussi, avoir été un bon élève au e-learning qui va vous être proposé quand vous vous déclarez investigateur et qui se présente comme ça sur la page de garde avec 5 modules de formation qui se fait en une demi-heure et qui permettra de vous déclarer comme investigateur et suffisamment formé à l'étude. Il existe une compensation financière pour la participation à l'étude, qui n'est pas, évidemment, vous vous en doutez, quelque chose de faramineux, mais qui permet d'organiser ces consultations. Et je pense que maintenant, Cédric et moi pouvons répondre à vos questions sur les 2 projets complémentaires sur le dépistage du cancer du sein. Maxime Potra de Tours. Je me demandais si vous aviez une petite idée de la forme que pourrait prendre l'outil de décision médicale partagée auquel vous voulez mener ces études. Est-ce que ça serait comme les anglo-saxons, là, un espèce de carré avec des petites personnes et puis ceux qui sont concernés, ceux qui ne sont pas concernés? Comment vous voyez les choses? On n'a pas d'idée complètement arrêtée sur le format. Ça fait typiquement partie de ce qu'on doit travailler parce que
par exemple, là, on parcourait un outil qui a un support sous la forme d'un livret. Faut quand même le parcourir, le livret, ça a des avantages parce que ça a plus d'exhaustivité en termes d'information. Par contre, c'est un format, par exemple, papier, donc ça, c'est plutôt le format vers lequel on irait, mais il faut bien dire qu'aujourd'hui, c'est un format un peu daté aussi. Il y a beaucoup de formats aujourd'hui qui sont développés en format informatique. Nous, pour répondre à ce qui semble ce vers quoi on devrait aller, le design de l'étude suppose qu'on soit plutôt sur un format papier, donc pas sur un format électronique, alors même que c'est beaucoup plus interactif et aujourd'hui c'est très habituel d'en avoir. Après, sur la taille du format, on n'a rien défini. Sur l'iconographie, la nature des iconographies qu'il faudra intégrer, on n'a rien défini, parce qu'on regarde, voilà, on est en cours de travail et on part sans a priori. Stéphanie de Paris, merci. C'est une question pour Cédric. Merci pour ta présentation et puis pour cette étude. C'est un projet ambitieux mais passionnant et puis c'est vrai qu'on a commencé à avoir pas mal d'outils anglo-saxons et ça manque un peu en français, donc c'est bienvenu et merci beaucoup. Alors, ma première question, c'était quasiment celle qui vient d'être posée, mais du coup je vais un peu plus loin. Il y a différents types d'outils, mais il y a aussi différents types d'utilisation d'outils de décision médicale partagée. Est-ce que vous envisagez quelque chose du coup qui soit remis à la patiente avant une consultation, après une consultation, quel est le temps de lire à la maison, en salle d'attente, ou un outil directement, du coup beaucoup plus court, qui serait directement médecin-patient pendant le temps de la consultation, ou les deux. Et ensuite, c'était sur la méthodologie. Si j'ai bien suivi toutes les étapes, donc du coup, il va y avoir des entretiens qualitatifs, et ensuite un processus Delphi, et ensuite un essai contrôlé randomisé. Est-ce que vous envisagez et derrière ma question, il y a presque une suggestion de faire des nouveaux entretiens qualitatifs une fois qu'il y aurait un premier outil développé pour le tester auprès des patientes avant de se lancer dans l'essai contrôlé randomisé. Merci. Merci pour vos suggestions. Alors, l'idée de le présenter aujourd'hui aussi, c'était quelque part d'en faire la publicité, de dire que c'est le travail de notre communauté, donc la construction de cet outil, on s'est référé à des méthodes existantes. Pour dire le processus de validation, c'est quelque chose qui est très décrit, mais sur lequel on va travailler pour dire demain en réunion de travail, parce qu'à un moment, il faudra faire des arbitrages, que les arbitrages, on les fait avant pour proposer l'outil, mais qu'évidemment, dans les processus de validation, après, on soumet l'outil à la fois à des patients. Donc, il y aura un travail par circuit de validation successif. Notamment, par exemple, pour dire oui, présenter l'outil et faire des entretiens auprès des patients qui auront l'outil entre les mains, ça paraît dans le processus de validation attendu. S'agissant du format, puisque tu nous relançais là-dessus, je n'ai pas très bien... La question, c'était... Parce que tu me relançais sur le format. C'était pas tant sur le format papier ou contenu, c'était sur l'utilisation. Est-ce que ça va être une utilisation... quelle est l'utilisation prévue s'il y a déjà une idée de la chose? Alors, ça a été une source de discussion, nous, au moment où on répondait, sachant que c'est toujours un peu rapide de répondre à un appel à projet. Et clairement, on ne voulait pas faire un modèle, quelque chose qui permette de développer un modèle informatif. Le but, ce n'était pas d'amener de l'information pour de l'information à des patientes, sauf que c'est un petit défi quand même, dès lors qu'on veut diffuser l'outil largement. Ce qu'on a arbitré, je vois Émilie qui valide, je parle en convenant que voilà, ça a fait l'objet de discussions à de nombreuses reprises. Ce qu'on a pensé approprié, c'est de transmettre un outil à la fois des patientes, mais en fait aussi aux médecins qui vont les recevoir, évidemment, pour que à la fois la patiente et le médecin, au moment où il y aura la rencontre des deux, qu'on leur propose de se retrouver pour échanger à partir d'un outil qu'ils auront tous les deux eu préalablement. Pour le dire encore autrement, une des difficultés, par exemple, c'est de ne pas fournir un outil à des patientes et de l'information à des patientes qui mettrait en difficulté un médecin qui lui-même n'aurait pas reçu ces informations, qui n'aurait pas été préparé à la consultation qui va venir et sur laquelle il ne serait pas le moment venu entraîné, etc.